Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'application de la peine de mort est la seule solution pour mettre fin à l'insécurité et aux assassinats ciblés. C'est ce qu'estime le collectif d'associations musulmanes du Mali. Les défenseurs des droits de l'homme ne partagent pas cet avis. La population, elle, se trouve partagée entre le camp du oui et celui du non. Alors, faut-il abolir la peine de mort au Mali? Pourquoi et pourquoi pas? Nous avons 4 invités. Issa Kaoudji, membre du Haut Conseil islamique du Mali, El Béchir Sengaré d'Amnesty Mali, Maître Cheikh Oumar Konaré et Maître Zana Kone sont tous les deux avocats. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et nos chers invités, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. L'essentiel des questions autour de ce débat sont posées par des internautes sur Facebook et sur Twitter. On va d'abord écouter des Bamakois sur la question de la peine de mort. La peine de mort peut dissuader les malfaiteurs. Il faut un garde-fou pour canaliser l'être humain. Sans ça, la criminalité va augmenter. Parce que quand ils tuent les gens, on les amène en prison. Après, les juges vont les faire libérer. Donc, ils vont toujours continuer. Par rapport à la sollicitation de la peine de mort, on doit bien enquêter d'abord avant de mettre en œuvre la peine de mort. Parce que dans la vie, pour bien faire la justice, il faut bien enquêter pour faire la différence entre le mensonge et la vérité. Dans la situation actuelle, je pense que c'est nécessaire parce que vu la récurrence de la violence au Mali, alors vraiment il faut ça. Je pense que c'est mieux de mettre la personne en prison à perpétuité que de l'exécuter. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne mérite pas d'être exécuté aussi. Issa Kaoudjim, faut-il abolir la peine de mort au Mali? Merci Studio Tamani. Je salue tous les auditeurs et d'ailleurs même des téléspectateurs de Studio Tamani. Bon, je pense que la question ne fera jamais l'unanimité. Parlons le cas malien. Je m'incline d'abord sur tous ceux qui ont perdu leur vie en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans le paradis éternel. Vous savez, au Mali, historiquement, nous sommes un pays qui a une civilisation, qui a des valeurs, qui avait ses règles sociétales. Au contact de la colonisation de l'Occident, c'est vrai que cela a beaucoup influencé nos modes de pensée, nos prises de position, et surtout aussi que l'école, le droit positif français, et puis ensuite l'évolution de la politique en France. Et malheureusement, nos dirigeants n'ont pas une autonomie de pensée. Ils se mettent toujours dans la logique de l'Occident comme étant la valeur universelle. Alors, le droit humain, des droits de l'homme, on a évolué aux droits humains. Pour répondre à votre question, je pense que réellement, de mon point de vue religieux, la punition doit être proportionnelle. Je donne un exemple. C'est vrai que si on va dans des situations de crimes compliqués où je parle sous vraiment la couverture de maîtres, tous les deux d'ailleurs, on comprend, on peut être très réservé. Des crimes où il faut des années pour élucider. Et ça, parler de peine de mort dans ces situations, c'est très difficile à dire oui affirmatif. Mais des crimes abominables, vulgaires, qui toutes les preuves sont réunies, et parler de, je ne sais pas, de prison à vie, de que sais-je encore, je pense que c'est une manière d'insulter la majorité des Maliens qui sont musulmans. Je donne un exemple concret, je ne vais pas surfer sur ça. Vous avez vu la manière crapuleuse où on a assassiné l'imam Yatabari, paix à son âme. Vous avez vu l'endroit qui devrait être l'endroit qui aurait dû être un endroit pour protéger les citoyens. On a vu l'intéressé en question, que je ne crois même pas, mais ça c'est des questions, c'est le droit qui dira qui réellement, si c'est lui ou qui sont derrière cette affaire. Au moment où il était en prévenu, les gens ont eu accès à lui, les vidéos circulent. Et donc, face à une justice comme ça, la police qui laisse des individus rentrer, aller voir un individu. Donc, selon vous, quelqu'un qui tue doit être tué. Si vous me laissez finir, vous allez avoir la réponse, à moins que j'ai un temps de parole, pour ne pas monopoliser. Non, c'est juste pour mieux comprendre. Selon vous, quelqu'un qui tue doit être tué. Non, j'essaie de faire la part des choses. Expliquez. Parce que si vous arrivez des crimes crapulés, que je qualifie même qui est là, qui n'a pas besoin d'aller chercher des preuves. Quelqu'un qui vient, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui vient au plein marché
qui vient tuer quelqu'un dans sa boutique, prendre son argent, alors, et dans le fait, et vous pensez qu'on a besoin d'enquête pour comprendre que cette personne, s'il y a des preuves pour l'arrêter. Maintenant, c'est de savoir s'il a des complices. Et là, de laisser la justice faire son travail, je suis d'accord. Mais le principe d'avouer que quelqu'un a tué d'une façon vraiment de sang-froid, avec des motifs avérés d'attenter à la vie de la personne, je pense que la meilleure façon de rendre justice, c'est la loi du talion. Et moi, je suis musulman, et c'est la position du Coran. Ce genre de crime ne doit pas rester impuni. Maintenant, la valeur occidentale, moi, je ne mets pas... Toujours, c'est pour bien comprendre. Vous dites que ce genre de crime ne doit pas rester impuni. Mais oui, il faudrait punir la personne. Est-ce qu'il faudrait tuer la personne? C'est pas que c'est moi qui tue, c'est la loi qui tue la personne. Est-ce que la loi doit tuer la personne? Mais bien sûr, la loi doit tuer la personne. Est-ce votre avis? Mais attendez d'abord, il faut que je finisse. Parce que quand vous dites là, parlons de quelle loi? Moi, je suis là, ma légitimité est religieuse. D'accord, vous moi, parlez de la loi musulmane. Moi, je parle de l'islam, de musulman. Quand quelqu'un tue de sang-froid, sans aucune raison, alors si les ayants droit ne renoncent pas à leurs droits, il doit être exécuté. C'est ça la position de l'islam. Bien, merci. Je suis vraiment navré que, ou du moins c'est très très ému le fait d'évoquer le nom de l'imam Yatta Baré. Je lui rends hommage aujourd'hui sur ce plateau, puisque nous avons travaillé beaucoup ensemble au sein de l'EID. Nous avons fait cette année même, on a fait 15 jours ensemble pratiquement. Et il était même au jury d'honneur le jour de l'EID. C'est quelqu'un qui est d'une humilité sans commune mesure, qui impose vraiment la révérence. Et j'exprime à toute la communauté musulmane et à ses parents toute ma compassion. Maintenant, quant au problème de la peine de mort, votre question, faut-il l'abolir? Nous, à Amnesty International Mali, nous voulons l'abolition totale de la peine de mort. L'abolition totale. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que quelle que soit une décision, il y a certains pour lesquels qui n'ont rien à voir avec la décision peuvent bénéficier de ça. Parce que nous estimons que, d'abord, l'exécution de quelqu'un, parce qu'il a tué, c'était pour dissuader. Et ça n'a rien de dissuasif. Puisque les plus grands dragons du monde, c'est là-bas où les exécutions sont les plus nombreuses. Et la criminalité est encore partout on exécute les plus grands dragons du monde. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Même le vendredi prochain, on va exécuter quelqu'un. Donc ça n'a rien de dissuasif. Ensuite, comme il a dit, quelqu'un qui vient de tuer de sang-froid quelqu'un, personne ne peut s'émouvoir pour ce qui peut lui arriver. Mais on a vu que d'une manière générale, on ne parle pas le Mali. Nous sommes dans le registre de l'universel. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge où il n'y avait que des citadelles. Nous sommes dans le registre de l'universel parce que le monde est global aujourd'hui. Donc quand les problèmes de droits humains se posent, c'est un constat universel. Puisque les Nations Unies, pourquoi c'est venu? Puisque la SDN n'a pas pu mettre l'homme au centre de ses préoccupations. C'est ce que les Nations Unies ont évité en essayant de mettre l'homme au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, les crimes crapuleux, l'opinion réagit toujours favorablement à ce que on le tue. Qu'appelez-vous crime crapuleux? Bon, le meurtre par exemple. Le meurtre de sang-froid, parce qu'on peut tuer quelqu'un sans le vouloir. Mais l'assassinat, n'est-ce pas? Le meurtre de quelqu'un, eh bien, c'est un crime abominable, comme il a dit. Et une autre raison, les innocents. Dans beaucoup de pays, aux États-Unis... Quelqu'un qui commet ce crime que vous jugez crapuleux, est-ce qu'il doit être tué? J'ai dit que nous ne sommes
contre l'exécution. L'exécution. Oui, nous sommes contre l'exécution. L'abolition totale de la peine de mort. Mais Cheikh Oumar Konaré, vous, qu'en pensez-vous? Je vous remercie, je salue tous vos éditeurs. Ce débat surgit à la faveur de l'assassinat de l'imam Yatabaré, devant la mémoire duquel je m'incline. Moi, je suis musulman. Dieu dit dans le Coran qu'il faut appliquer la loi du talion. Quand vous tuez délibérément, vous devez être exécuté. Ça, c'est la position du Coran, c'est donc la position du musulman que je suis. Mais dans notre pays, il y a d'autres contingences. On ne peut pas se contenter de dire qu'il faut tuer comme ça. Notre pays a des spécificités, des particularités, des difficultés. C'est pourquoi, aujourd'hui, le code pénal malien est jalonné de crimes où il est prévu l'exécution du criminel. Je vous cite quelques exemples. L'assassinat, c'est-à-dire le meurtre délibéré ou par guet-apens, est puni de mort. La loi prévoit aussi la peine de mort pour tout Malien qui porte les armes contre le Mali. Donc, ceux que vous voyez, qu'on appelle les rebelles, là, sont passibles de la peine de mort. Donc, si vous voulez appliquer la peine de mort, autrement dit, lever le moratoire qui est observé depuis 3 décennies, vous devez vous interroger sur d'abord la capacité de l'État à assurer l'équité, la légalité de tous devant la loi. Si vous exécutez l'assassin de l'imam Yatabaré, il faut être sûr d'exécuter aussi ceux qui ont pris les armes contre le Mali. Ça, Dieu demande aussi l'équité. Vous ne pouvez pas exécuter quelqu'un et laisser l'autre. Donc, est-ce que le Mali est en situation d'assurer cette équité, cette égalité devant la loi? Première question. Deuxième question, est-ce que les tribunaux maliens sont suffisamment outillés pour procéder à des enquêtes exhaustives, impartiales, et éviter ainsi les erreurs conduisant à l'exécution d'un innocent? Est-ce que si on rétablit l'exécution de la peine de mort, on ne va pas aboutir à des erreurs judiciaires, enlevant la vie à des gens, à des innocents? Par ailleurs, il faut se demander, la peine de mort est également prévue pour les putschistes. L'attentat dont le but est le renversement du gouvernement légal de la République du Mali est puni de mort. Imagine qu'un gouvernement en difficulté décide d'en finir avec l'opposition et décide que le chef de l'opposition ou bien tel ou tel opposant a tenté un putsch. Est-ce que la justice a suffisamment de force pour juger que cet opposant n'est pas coupable? Ou bien est-ce que la justice va se laisser manipuler par le pouvoir politique dont on sait qu'il est plus puissant que les autres pouvoirs? Donc voilà autant de questions qu'il faut se poser avant de décider s'il faut reprendre l'exécution de la peine de mort ou bien s'il faut abolir la peine de mort. Moi, personnellement, je souhaite qu'il y ait un débat national là-dessus, voire un référendum. Parce que sur des questions comme ça, il faut que le peuple se prononce. Pourquoi ne pas organiser un référendum, n'est-ce pas, et pour consulter les Maliens, afin qu'ils disent si oui ou non ils sont favorables à la peine de mort? C'est une possibilité. Et donc voilà à peu près c'est à quoi je réponds à votre question. Mais j'ai d'autres idées que je pourrais expliciter. Bien sûr. Maître Zana-Koné, à vous. Oui, merci. Alors, comme tous mes prédécesseurs, déjà, je commence par saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs. Je m'incline également, moi aussi, devant la mémoire de tous ceux qui viennent de tomber ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de meurtres crapulés. Dans une société, je pense que c'est très révoltant. Et c'est d'autant plus révoltant que je comprends toutes les voix qui se sont élevées
partout au Mali pour réclamer, je ne dis pas que ce sont des voix majoritaires, mais il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées pour réclamer l'application de la peine de mort. Je pense que chaque fois qu'il y a un choc social, que l'émotion prend le dessus, de mon point de vue, c'est la réaction la plus normale. On ne saurait en vouloir à quelqu'un de réclamer aujourd'hui au Mali l'application de la peine de mort. Entre la réclamation de l'application de la peine de mort et l'application de la peine de mort elle-même, il faut peut-être être amené à aller vers une réflexion profonde. Je suis de ceux qui, je ne parlerai pas de contingence, ce n'est pas dans des exceptions que je suis opposé à la peine de mort. Je ne suis pas tout à fait certain que cela soit une question intimement liée à la mentalité occidentale. Je pense que c'est une question qui est liée à l'humanité elle-même. Je suis d'autant plus opposé à la peine de mort que les États, qui depuis toujours exécutent, n'ont pas réussi à endiguer la criminalité. Parce que la criminalité dans toutes les sociétés est un phénomène existentiel. Que l'on le veuille ou non, il est comme ça. On peut décider de ne pas voir le monde tel qu'il est. On peut décider de penser que si on appliquait la peine de mort aujourd'hui au Mali, il n'y aurait plus de crimes. Mais ce serait une illusion. Vous savez pourquoi ? Si vous commencez à exécuter aujourd'hui, si vous voulez, peut-être que dans les 2 semaines de la terreur d'exécution, les gens peuvent avoir peur. C'est comme ça. Mais à force de s'habituer, de côtoyer le mal, on finit par s'y habituer et on n'a plus peur. Voyez les pays dans lesquels il y a la guerre. Il y a le terrorisme un peu partout. Quand vous regardez la télé, vous entendez des bombes un peu partout. Vous entendez le crépitement des fusils. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui sont assis à côté ont peur ? Pourtant, vous, qui n'y êtes pas habitués, il suffit que cela se fasse à côté de vous pour que vous fuyiez. C'est comme ça que l'être humain est fait. Ensuite, nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut plutôt réclamer l'application véritable du droit positif tel qu'il est. Il faut réclamer la justice pour tous. Pourquoi il y a autant de crimes ? Ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas la peine de mort, mais le droit positif lui-même qui est là n'est pas appliqué comme cela se doit. Les gens commettent des infractions, ils doivent aller en prison. Les plus forts ne vont jamais en prison. Est-ce que vous voulez organiser une peine de mort pour les plus faibles ou pour tout le monde? Parce que je ne suis pas certain, moi, que d'autant plus que ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants, n'arrivent pas à aller en prison, je ne suis pas davantage certain qu'ils seront exécutés. On a parlé des crimes crapuleux, je suis d'accord. On a parlé du criminel qui vient d'abattre froidement une personne devant nous tous. Mais en tant qu'avocat, je prends beaucoup de recul pour vous dire qu'un homme peut avoir commis quelque chose devant nous. Mais au fil de l'enquête, on se rend compte que ce qu'il a commis, soit qu'il n'était pas responsable de lui-même. Vous avez des gens qui commettent beaucoup d'infractions. En apparence, ils sont bien portants. Mais quand on pousse, c'est pourquoi tous les crimes passent nécessairement par la phase d'instruction. C'est pour éviter de commettre des erreurs. Et on se rend compte parfois que des gens ont commis des infractions. Par la suite, on découvre qu'ils ne sont même pas bien portants. Et les cas sont nombreux. Et j'ai moi-même personnellement aux assises défendu plusieurs personnes qui avaient été considérées par les médecins comme bien portants. Et je pense que mon confrère le confirmera. Peut-être que lui aussi a déjà vécu ces cas. Mais en prison, on a découvert des comportements de ces gens-là qui n'ont rien à voir avec les comportements d'un être normal. Ça, c'est légion. D'abord, nous n'avons pas au Mali à ce jour, en tout cas à ma connaissance, des structures spécialisées qui permettent de se prononcer avec efficience et efficacité sur l'état mental des gens. Deuxièmement, mon confrère a déjà touché le point, nous n'avons pas toute l'expertise qu'il faut pour s'assurer sur une chaîne de criminalité de la part des responsabilités de chacun et de sa culpabilité véritable. C'est pour vous dire qu'il est possible qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'innocents en prison. Les exécutés, c'est leur ôter la chance même de pouvoir un jour être resocialisés. Prenez les États-Unis. Beaucoup de personnes ont été exécutées aux États-Unis. On a continué les enquêtes. Par la suite, on a découvert que ces gens étaient innocents. Des gens récemment ont fait 25 ans de prison aux États-Unis, dans des États où on n'exécute pas. Après, on découvre qu'ils sont innocents. Vous imaginez que si ces gens-là avaient été exécutés, qu'est-ce qui se passerait après? Je pense que la peine, le droit positif, en tout cas pénal, le système pénal est organisé de sorte à avoir à la fois la répression, la dissuasion et la resocialisation. Celui que vous tuez, je ne suis pas sûr que vous lui donnez la chance de se racheter d'un point de vue social. Et celui que vous tuez,
non seulement lui, vous lui enlevez la vie, mais ça ne se limite pas à lui. Imaginez ces enfants qui, peut-être s'ils étaient en prison, avaient l'espoir un jour de voir soit leur père ou à tout le moins de lui parler. Je pense qu'il faut penser à tous ces chocs psychologiques. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut jamais avoir la certitude en matière pénale avant la condamnation que celui-là est coupable de quoi que ce soit, même si on voyait l'infraction se commettre. Parce que, entre ce que nous croyons voir et ce qui est réel, il y a toujours un fossé. Ensuite, j'ai un petit souci quand je regarde la constitution du Mali, tout ce qui est la sacralité de la personne humaine. Je ne suis pas dans mon fort intérieur convaincu que la sacralité de la personne humaine et la sacralité de la vie soient compatibles avec la notion même d'exécution. Je ne suis pas convaincu. Si ce que nous reprochons aux délinquants qui tuent, c'est son inhumanité, pourquoi devrons-nous chercher à ressembler à ce que nous condamnons ? On n'aime pas chez les criminels sa façon d'agir. On pense qu'il est en rupture avec la société. Il est en conflit avec la loi. Il est dans la décivilisation. Pourquoi voulons-nous, nous aussi, organiser publiquement et le fusiller? Pourquoi? Je ne vois pas la différence. Issa Kaoudjim, le Mali est-il prêt pour... Moi, je demande motion, parce que vous avez laissé maître faire ce plaidoyer-là. On n'est pas un tribunal avec tout ce plaidoyer-là. Maintenant, je vous demande ce même temps de réponse. Maintenant, je pense que vraiment, il faut qu'on arrête, avec tout le respect que j'ai pour les éminents avocats qu'ils sont, d'arrêter de nous faire vraiment tout magnifier le droit positif français ici. C'est devenu qu'à la suite d'une colonisation, mais on ne peut pas parler de ça. On parle de criminels, de ses droits, de ses enfants, mais c'est lui qui a été tué. Ses parents, eux, c'est quoi? Je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on essaie vraiment de voir les choses avec beaucoup d'humilité et de responsabilité. J'étais d'accord avec Maître Konaté, c'est ça? Sur un principe, on est dans une société, le fait majoritaire est une réalité. Où on est d'accord qu'on est dans un système qu'on dit laïque démocratique, qui prend en compte la majorité. Le Mali est un pays tout religieux, majoritairement musulman. Vous n'allez pas demander aux musulmans est-ce qu'il est d'accord pour ôter la vie, pas ôter la vie à quelqu'un, mais tout simplement de rendre justice à celui qui a été victime de l'injustice. Si l'État n'a pas les moyens régaliens de faire ses tribunaux, de mettre ses procédures pour donner la justice, mais ce n'est pas la faute de celui qui a été assassiné. Il faut qu'on essaie quand même de dire les choses telles qu'elles sont. Si l'État malien a failli, si l'État malien ne peut pas empêcher les criminels d'ôter la vie des gens, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Alpha qui a mis ce moratoire. Nous le savons, pour des raisons politiques. Nous le savons. Mais le crime politique au Mali, ça existe. Le crime, comme il a dit, lié à ce qu'il appelle des rébellions, c'est politique. Nous le savons. Et donc, des crimes d'ordre passionnel, ça existe. Mais des crimes crapuleux, ça existe. J'étais d'accord de faire la catégorisation des crimes pour essayer de voir quel type de crime il faut aller aux peines de mort. Et quel type de crime il faut être regardant d'éviter les erreurs judiciaires comme ça existe partout. Il parle chaque fois, partout, il y a des erreurs judiciaires. Mais là où même on ne fait pas, on ne tue pas les gens, mais on continue. Là où il n'y a pas de peine de mort, on continue là-bas aussi à tuer. Ça n'a pas arrêté le crime. Il faut qu'on arrête vraiment de faire l'école de ceux qui sont contre peine de mort, parce que c'est un lobby, ça existe. Mais le cas malien n'est pas le cas de l'Amnesty internationale. Nous parlons du Mali, je crois. Même s'ils ont tous les instruments ici, on n'a pas besoin vraiment d'un référendum, comme il a dit, un homme très vraiment, que j'ai qualifié vraiment mesuré. Mais au Mali, ici, 98% des Maliens, ou 10 même si vous voulez, et vous pensez qu'on a besoin de référendum pour dire que celui qui tue crapuleusement, d'une façon criminelle, irresponsable, doit être payé son crime. Si oui ou non, on n'a pas besoin de référendum pour ça. Je crois que la question elle est politique. Et donc, il faut une solution politique. La solution politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'État doit se donner les moyens de protéger les citoyens et de dissuader les criminels pour que les gens ne se font pas eux-mêmes la loi. Parce que ça ne peut pas continuer. Et donc, peine de mort abolie n'est pas abolie, c'est une école que les gens ne trouveront jamais un compromis. Mais le cas malien aujourd'hui,
je crois que l'État malien doit prendre ses responsabilités. Parce que moi, je dis, ce n'est pas pour inviter les gens ni à la violence, ni au vindicte populaire, mais si jamais qu'il y a un autre imam qui va mourir de cette façon, vous ne parlerez plus de peine de mort ici. Est-ce que le Mali a les moyens? Mais moi, je ne suis pas là à dire que le Mali a les moyens. C'est le Mali qui dit qu'il est État laïque, qu'il est républicain, qu'il est démocrate, que sa constitution est sacralisée, toutes ces histoires. Mais le Mali, combien de Maliens, de ce qu'on appelle ici des dirigeants maliens, ont volé l'argent de l'État, sont en train de piller les biens de l'État? Ça aussi, c'est des formes de crimes. Il y a des crimes économiques. On n'en parle pas. Vous avez vu quel dirigeant malien ici, ces 10 dernières années ou ces 5 dernières, qui est allé en prison parce qu'il a détourné les deniers publics? Ça n'existe pas. Et donc, quand il parle de procédures, de respecter des agents qui sont là, mais c'est le rôle des intellectuels de dire non à cette mauvaise gouvernance. Parce que tous ces problèmes, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Je donne un seul exemple qui est même choquant. Quelqu'un qui est présumé, moi je ne dis pas qu'il a commis le crime, parce que ce qu'il a dit, il peut être sous le fait de l'alcool, on peut nous montrer de drogue, je vais dire, on peut peut-être que lui-même, on peut lui dire d'aller se dénoncer en réalité que le vrai criminel en train de courir, c'est le rôle de la justice d'élucider, ce n'est pas mon rôle. Mais ce qui s'est passé au commissariat de police, on a vu les images. Ce monsieur derrière le barreau, comment j'ai dit barreau, derrière le vélo, en train de dire des choses que les parents voient. Il a incriminé des gens. Donc vous êtes en train de dire que vous ne faites pas confiance à cet État. Ce n'est pas que moi, c'est la population qui ne fait pas confiance à la justice malienne et tout ce qui s'en suit. Et en même temps, dans ces conditions, vous demandez l'application de la peine de mort. Je ne demande pas. J'ai dit ce que l'islam dit. Et Maître est revenu sur ça, c'est ma position. Je suis là en tant que musulman. Pour moi, l'islam, c'est clair, je suis un musulman, c'est ma conviction. Je ne suis pas partisan de Badinter. Pour moi, vous tuez quelqu'un, vous devez être tué. Maintenant, là où je suis d'accord, pas la loi expéditive, comment on appelle ça, expéditive. Il faut vraiment que la justice prenne le temps d'éviter qu'un innocent paye à la place d'un vrai coupable. Ça, je suis d'accord. Mais une fois que toutes les preuves sont là, que telle personne, d'une façon crapuleuse, a ôté la vie à un innocent pour son argent, le cas de Alde Bamako, si on trouve ce véritable criminel qui est en train d'endeuiller, qui crée une situation de famine dans sa maison, ces gens sont en train de pleurer leur papa, ces femmes sont là, et qu'on sait que réellement c'est lui le véritable criminel qui l'a tué pour son argent, et qu'on doit parler de système de Badinter. Je suis désolé. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on aille indexer un innocent sur des soupçons, l'aller mettre en prison et qu'il paye à la place du véritable coupable. C'est là que je rejette Maître. Mais une fois qu'on établit que réellement le véritable criminel est attrapé par la justice, alors il faut l'exécuter. D'accord. Une autre question par rapport à la question soulevée par Maître Cheikh Oumar Konaré liée au référendum. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'est pas utile de tenir un référendum parce que 98% des Maliens sont des musulmans. Mais est-ce que ces 98% des Maliens qui sont des musulmans travaillent déjà avec le Coran? Mais est-ce que 98% des laïcs respectent la Constitution? Vous qui êtes là, laïcs, vous respectez la Constitution, sa sacralité, l'impunité, la personne humaine est sacrée, la bonne gouvernance, vous respectez ça? La question ne retournez pas la question. C'est une question de principe. Maintenant, si on met la forme, je suis d'accord avec Maître. Mais si on va sur le fond, la question ne se pose pas. Ce que vous parlez ici, démocratie, Badinter, droits humains, ça c'est made in France. Les Maliens, dans 98%, ne savent même pas de quoi nous parlons. Nous agissons, nous parlons à son nom, alors qu'en réalité, il ne se reconnaît pas à nous, parce que nous parlons toujours de ce que les autres nous proposent. D'accord. Une question de quelqu'un sur Facebook, Maïmouna Djongouna Dambélé, à vous, Monsieur El-Béchir Sengari. Ne faut-il pas renforcer nos mécanismes de prévention de la criminalité et abolir la peine de mort? C'est sa question. Mais avant de répondre à cette question, je remercie Maître parce qu'il a déjà évoqué beaucoup d'arguments que je devais évoquer. Et la peine de mort, ce n'est pas Badinter. Depuis Victor Hugo, depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Je m'excuse. C'est vous qui avez prononcé son nom. Moi, je suis venu, je n'ai pas prononcé son nom. Ce n'est pas Badinter. Depuis que Victor Hugo était député, et il était contre la peine de mort et il a soutenu. Il a soutenu. Mais ça a été aboli en France. Je vous en prie. Moi, je vous ai laissé parler. Non, donnez la précision. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Ouais. Badinter a eu la chance qu'il était ministre en 1981, lorsque la peine de mort a été abolie en France. Il était ministre. Vous voyez.
Bon, moi, je n'ai pas parlé de bataille. Les débats d'idées, c'est un problème de conviction. Et dès que vous dites que vous êtes musulman, sachez que vous êtes avec des musulmans. Et personne ne nie que ça existe dans le Coran. Mais la manière dont les choses se passent, ça a été dévoyé, la peine de mort. Le maître en a parlé. Ça a été dévoyé. On en a fait un instrument pour supprimer, pour éliminer les opposants politiques. On en a fait un instrument pour supprimer tous ceux qui ne parlent pas le même langage que vous. Donc ça a été un instrument de répression politique dans presque tous les pays. Tout à fait. C'est ce qui a fait que les gens sont insurgés. Vous voyez? Sinon, on ne se contredit pas. Et moi, je suis vraiment très heureux que vraiment vous avez essayé de dire qu'effectivement, le meurtre peut avoir beaucoup de choses, il peut avoir des catégories, ainsi de suite. Donc, ça ne doit pas être systématique. C'est notre registre aussi. L'exécution ne doit pas être... Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Hein. Donc, nous sommes dans une société qui évolue. Mais la religion nous commande à ce que cela soit fait. Mais nous ne sommes pas dans une république islamique. Nous sommes dans une république où il y a une constitution. Nous sommes dans une république où il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire qui doit s'occuper de ça. Et le pouvoir judiciaire condamne toujours à mort. Mais la Constitution prévoit des prérogatives pour le président. Parce qu'une décision d'exécution, tant que le président ne l'a pas approuvée, ça ne se fera pas. On ne quitte pas le tribunal immédiatement pour aller au président d'exécution. Donc, le président peut ne pas approuver la décision. Il peut avoir des mesures de grâce, n'est-ce pas, en commuant la peine de mort en réclusion à perpétuité. Ça, c'est dans les prérogatives du président. Nous ne touchons pas à ça. Mais je suis vraiment d'accord avec vous. Le problème réel du Mali, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Donc, lorsque on doit appliquer quelque chose, il ne faut pas que ça soit discriminatoire. Et ça, c'est un des arguments d'Amnesty International. Le caractère discriminatoire de la chose. D'accord, il nous reste juste 7 minutes. On va parler maintenant des solutions, Maître Zanakoni. Que faut-il faire maintenant? Il y a 2 camps. Alors, moi, je suis convaincu de quelque chose, c'est que la peine de mort n'est pas la solution. La solution, c'est dans la justice sociale. C'est M. Najim, je crois. Voilà. Monsieur Jim. Ah, M. Jim, ok. M. Jim, qui n'est pas d'accord avec moi, qui pense que je fais une plaidoirie, est arrivé lui-même à avoir quelques incertitudes. Quand il dit, il faut pas faire rapidement, il faut aller, mais il faut réunir les preuves, il faut s'assurer. C'est justement là qu'il y a les problèmes, monsieur. Il faut s'assurer, on s'assure. Mais après, on se rend compte qu'on s'est trompé. L'être humain n'est pas infaillible. Je pense que cela est un privilège divin. Si l'être humain n'est pas infaillible, donner la possibilité à un être humain de juger un autre et de l'envoyer en prison est déjà assez. Dire qu'il faut que cet être décide aussi qu'il soit exécuté et qu'il l'ait exécuté, c'est là, moi, mon problème. Je pense que le système est tel que, je reviens là-dessus, il a lui-même parlé des infractions politiques, économiques, qui normalement devraient conduire ces gens-là aussi à être abattus. Mais qui les poursuit? Est-ce qu'ils sont poursuivis? Est-ce qu'ils voient même la prison? Donc vous allez organiser une justice qui normalement devrait avantager les pauvres, c'est ce qu'on peut croire en théorie, mais dans la pratique, c'est les mêmes pauvres qui vont être tués et les mêmes riches qui aujourd'hui ne vont pas en prison ne seront jamais tués. Donc pour moi, il faut militer plutôt pour que les droits soient égaux pour tous et que les droits s'appliquent comme ça se doit. Si les droits s'appliquent comme ça se doit, comme pour l'heure en tout cas, on est dans les droits positifs en attendant que ça change, pour l'heure ça n'a pas encore changé, il faut que ces droits-là s'appliquent comme ça se doit. Si on applique les droits de façon égale pour tous, je pense que beaucoup peuvent avoir peur. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent clairement, Maître Ebe Seranto, trop wari de ba nyanabo.
Et ils commettent leurs infractions. Ce n'est pas parce qu'il y a la peine de mort ou non. Pour même traduire, vous avez peur. Oui, ils disent que maître, vous avez trop peur, c'est l'argent qui résout tout au Mali. Ils vous disent ça clairement. Ce qui veut dire que même s'il y a la peine de mort, ce monsieur sait qu'il ne sera pas exécuté parce qu'il a l'argent. C'est ça la vérité. Il faut avoir le courage de le dire et de le soutenir. Je vous remercie. Et M. Touré, le temps de distribution de la parole est mauvais parce que nous n'aurons jamais assez de temps pour répondre à Jim. Si c'est l'avis des 4 invités, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Allez-y. Donc, ce que je dis, je reviens là-dessus. Un État qui n'a pas la force d'exécuter la loi à l'égard de tous et sur le même pied, dans cet État-là, on ne devrait pas, à mon avis, autoriser l'application effective de la peine de mort. Quand Dieu dit dans le Coran qu'il faut appliquer la loi du talion, mais Dieu sait que c'est dans le cadre d'une application erga omnes. Qui que tu sois, quand tu tues, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de solution, tu seras tué aussi. S'il est avéré que tu as tué, tant que les victimes n'ont pas pardonné, toi aussi tu seras tué. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Mais dans le cas musulman même, une guerre civile est née dans l'empire musulman du fait que l'État ne pouvait pas, à un instant T, exécuter la peine de mort. Quelle est la cause du soulèvement de Muawiyah contre le calife Ali? Mais Muawiyah et autres voulaient que les assassins du calife Ousmane soient exécutés. Mais Ali leur dit, mais je ne peux pas. Ces mêmes assassins-là remplissent la ville de Médine. Comment je vais les exécuter? Ils sont plus nombreux que l'armée islamique qui est là à Médine. Je ne peux pas. Attendez. Et du coup, il y a une guerre civile. Parce qu'Ali ne pouvait pas. Mais le Coran dit pourtant d'exécuter. Alors donc, le premier principe qu'on doit avoir, c'est le principe de réalité. Le Mali aujourd'hui ne peut pas mettre à mort tous ceux que la loi considère comme devant être exécutés. À commencer par les chefs rebelles. La SEMA, vous croyez qu'on peut aller prendre les gens de la SEMA là et les exécuter? Et si ces gens-là ne sont pas exécutés, pourquoi moi on va m'exécuter? Pourquoi? Ça va être plus grave que l'exécution que la situation actuelle de moratoire. Donc, pour éviter, prévenir l'injustice, il faut prendre le temps de réfléchir. La solution n'est d'ailleurs pas dans ça, seulement. Même si la peine de mort était rétablie, il va falloir trouver des moyens pour lutter contre l'insécurité. Et ces moyens contre l'insécurité, cette lutte contre l'insécurité doit tenir en compte les causes de l'insécurité. La faillite de l'éducation sociale et familiale, la faillite de l'école, la faillite de nos forces de sécurité, la mauvaise politique de distribution de la sécurité dans nos quartiers, dans nos villes. Il va falloir tenir compte de la pauvreté. Quand les gens sont pauvres, là, il faut qu'ils trouvent à manger. Même le Coran dit que quand vous volez un pain, si c'est pour le manger, vous devez être excusé. État de nécessité. État de nécessité. C'est repris par notre ami qui n'aime pas Badinter. C'est repris par le droit positif français. Alors donc, il faut examiner les causes de l'insécurité, les causes de la criminalité et essayer de lutter contre ces causes-là parallèlement au débat sur la peine de mort. Il ne faut pas se laisser guider simplement par l'émotion et vouloir appliquer quelque chose qui, dans notre société actuelle, ne peut pas être appliqué de manière juste. Parce que si c'est juste de tuer le tueur de quelqu'un, mais c'est injuste de laisser
un autre tueur à côté. D'accord, Issa Kaoudioum, êtes-vous convaincu? Moi, je pense que, en fait, tout le monde a eu l'opportunité d'exprimer son école. Mais vous l'avez. Son école, mais juste, je vais être bref. Je pense que moi, je voudrais juste ajouter quelque chose qui est extrêmement important. Peut-être qu'en voulant faire l'universalité des débats, oui ou non, on ne s'en sort pas, je reviens sur ça, mais pour le cas malien, nous sommes tous des Maliens. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt qu'on aille à une situation difficile plus que ce que nous vivons déjà. Alors, nous sommes tous interpellés. Interpellés pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Tout le problème, c'est à ce niveau. C'est une question de gouvernance. Et donc, aujourd'hui, l'État doit assumer ses missions régaliennes. Et en ce moment qu'il y aura le soutien populaire. Mais tant qu'on est là à gérer des questions de comment je reste ou bien comment il faut qu'il parte, on ne s'en sort pas. Et j'accuse un doigt accusateur à l'élite, aux intellectuels maliens qui ont démissionné, qui font beaucoup de bruit, mais qui en réalité, qui ne sont jamais mobilisables pour défendre la gouvernance. Parce que c'est ça la question. Si les porteurs de robes, ces intellectuels, s'est levé pour dire non à la mauvaise gouvernance, il faut qu'il y ait de la justice. Et dans toute sa dimension, dans toute sa globalité, je pense que le soutien populaire sera de mise. Donc pour finir, je pense qu'aujourd'hui, nous devons conjuguer nos efforts, aller à l'école malienne, de réfléchir par nous et d'agir par nous, tout en essayant de s'ouvrir aussi sur le reste du monde. Je pense que cela nous permettra de trouver le juste milieu pour résoudre le problème malien. Parce que ce n'est pas Badinter qui va résoudre le problème malien. C'est le Malien qui pourra résoudre le problème du Mali. Merci. À vous. Comment y parvenir, ce dialogue? La dernière partie de son intervention, nous sommes tous d'accord avec lui. Pour cela, il faut vraiment qu'il y ait une synergie d'action pour que les problèmes maliens soient résolus. Mais les porteurs de robes, même, chaque fois, il y a eu des marches. Il y a eu des marches contre l'impunité. Et pendant des moments où personne n'osait marcher, quand Aya était là. Mais ça vous détrompe, ça c'était leur droit. C'est dans la constitution qu'ils défendaient. Donc on a eu des marches. Donc, comme on le dit, effectivement, le problème est très, très complexe. Et c'est sensible. L'opinion, en général, est versatile. D'accord. Oui. 30 secondes pour chacun. Pour clore. Alors, moi, je me félicite que ce débat soit tenu. Il faut que les gens sortent de l'émotion. L'émotion est ennemie de la raison. Il faut que les gens sortent de l'émotion et qu'ils voient la réalité. Il y a une différence entre ce qu'on souhaite et ce qui est possible. Ce qu'on souhaite, c'est une société où il n'y a même pas de crime. 3 secondes. Mais ce qu'on a, c'est une société où il y a des crimes. Donc il faut réfléchir aux solutions. À vous. Oui, alors moi je dirais que nous avons tous intérêt à avoir une société juste. Et cela est bien pour tout le monde. Parce que lorsqu'on soutient l'arbitraire dirigé contre son ennemi, on ouvre la voie à l'arbitraire contre soi-même. C'est tout ce que je veux dire. Merci aux internautes sur Facebook qui ont posé des questions. Ibrahim Haïdara, Konare Sori, Gisèle Flanda, Maïmouna Djongunda Dambélé, Alexandre Ouedraogo, Salimata Togora. Vos questions ont déjà été répondues, c'est pour ça qu'elles n'ont pas été posées. Et merci à nos invités Issa Kaoudioum du Haut Conseil islamique du Mali, El Béchir Sengaré d'Amnesty Mali, Maître Cheikh Koumar Konare, avocat, Maître Zana Kone, également avocat. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Peting Diara à la régie vidéo, Mamadou Ouattara, je suis Mohamedou Touré. Demain, nous allons parler de la question du franc CFA. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.